Bonsoir à tous, bienvenue sur ce live meeting. Alors avant de démarrer, on va faire un petit test son et vidéo. Si vous pouvez nous confirmer dans le chat que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien. Oui, super. Bonsoir Cathy, bonsoir Nicolas, bonsoir Marion, bonsoir Romain. Et je vais m'arrêter là parce que ça commence à aller trop vite pour moi. Écoutez, bienvenue sur ce live meeting. Alors pour ceux qui connaissent pas l'ITA, je vais commencer par une petite présentation de l'ITA. Donc en fait, nous, l'ITA, on est une plateforme d'investissement participatif. Concrètement, en fait, on permet à des citoyens d'investir dans des entreprises qui ont été sélectionnées sur des critères d'impact. Donc impact environnemental, impact social, impact sociétal. Concrètement, on est sur des thématiques qui peuvent être vraiment très variées. Ça peut toucher par exemple de l'insertion, l'économie circulaire, les énergies renouvelables, la silver economy et aussi l'alimentation, par exemple, comme pour BioBurger. Voilà. Alors, pour en revenir à cet événement, du coup, on a la chance en tout cas d'avoir avec nous aujourd'hui Louis Frac et Anthony Darry, qui sont du coup les deux cofondateurs de BioBurger. Donc, dans un petit moment, je vais leur laisser la parole pour qu'ils puissent présenter l'entreprise qu'ils ont créée, qu'ils ont fondée. Et ensuite, on aura une partie qui sera plus dynamique, où on va pouvoir vous inviter à monter sur scène et poser directement toutes vos questions à l'équipe de BioBurger, aux cofondateurs de BioBurger. Donc voilà, des questions sur l'entreprise, sur l'impact ou sur la levée de fonds. Je vous laisse la parole. Yes. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci d'être présent pour ce live meeting. Du coup, on va prendre un bon quart d'heure pour vous présenter BioBurger et pourquoi on lève des sous sur l'ITA cette année. Alors tout d'abord, BioBurger, c'est quoi? C'est des burgers, des frites, des boissons naturelles, des glaces et des milkshakes, avec une carte avec des prix accessibles et justes. Donc on a une gamme de menus aujourd'hui qui est entre 10 et 14 euros. Donc on est un peu plus cher que les McDo et consorts et beaucoup moins cher que les burgers gourmets qu'on connaît aujourd'hui sur notre marché, style Big Fernand ou Mamie Burger ou ce genre de choses. Ce qui nous qualifie aussi, c'est une rapidité de service où on a à peu près une moyenne de service après commande de 5 minutes. Donc, on a vraiment une rapidité de service. Et dans certains restaurants, on est capable de produire jusqu'à 80 burgers au quart d'heure. Donc, des process qui sont hyper optimisés. Et une gamme de produits qui est courte pour viser l'efficacité et répondre à cette rapidité de service dont je parlais juste avant. On a une dizaine de menus aujourd'hui à notre carte avec quelques produits connexes. Mais voilà, on veut rester simple et efficace sur toute notre ligne de process. Au niveau de nos engagements, donc depuis nos débuts, on est 100% bio. Donc c'est vraiment chaque ingrédient chez BioBurger est certifié bio. Donc ça va de la viande jusqu'à l'huile de friture pour cuire nos frites. Depuis novembre dernier, on a arrêté de vendre de l'eau minérale en bouteille dans nos restaurants. Donc maintenant, l'eau, elle est accessible gratuitement dans nos restos à la fontaine, filtrée, plate ou gazeuse. Donc ça, c'est le tout dernier engagement sur lequel on s'est positionné récemment. Depuis 3 ans maintenant, on est passé sur des emballages 100% compostables et compostés. Donc, on a des partenaires en local qui viennent récupérer ces déchets et qui en font derrière du compost, qui redistribuent généralement à des agriculteurs en local. Des appros où on est à plus de 80% d'origine France. Donc ça, pour nous, ça a toujours été aussi très important. Aujourd'hui, il y a des produits qu'on n'arrive pas encore à sourcer en France, comme le cheddar, par exemple, qu'on va chercher dans la région de Cheddar en Angleterre, ou le poulet pané. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, on n'a jamais réussi à trouver un bon palais pané en France. Donc il y a encore des efforts à faire, mais 80%, c'est déjà très bien. Le respect des saisons, on a une carte hiver, une carte été. Donc en hiver, on arrête de mettre de la tomate dans nos burgers. Et l'été, on arrête de mettre de l'avocat qui vient d'Amérique du Sud. Ça n'a aucun sens de faire venir des avocats de si loin. Et une gamme, notre carte est composée à 30% de burgers végétariens. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a vachement fait évoluer au fil de l'eau pour vraiment faire la part belle à cette gamme-là dans notre carte. Et après, ça c'est
c'est des petites choses à côté, mais qui sont importantes pour nous. C'est vraiment avoir une constance produit. C'est pour ça qu'on a mis toujours bon. On a beaucoup travaillé pour avoir vraiment une constance sur nos produits et les notes aujourd'hui sur Google le prouvent. On a 4,4 en moyenne sur Google. On est la meilleure enseigne de restauration rapide sur ces notes-là. De la gentillesse et de la bienveillance, ça c'est quelque chose qui nous caractérise avec Louis depuis nos débuts et qu'on essaye de véhiculer à travers tout le réseau jusqu'aux équipes en resto. De la partage de la valeur créée sur toute notre chaîne, une croissance maîtrisée, voilà, on avance pas à pas, on essaie de faire les choses de manière pérenne et en ayant une vision long terme et un actionnariat responsable. Aujourd'hui, on n'a jamais voulu faire rentrer de fonds d'investissement chez nous. C'est aussi pour ça qu'on est en live avec vous aujourd'hui, parce que pour nous, on a vraiment une vision où faire rentrer un fonds d'invest, c'est délétère dans le sens où ils ont une vision très court terme avec un ROI à 3 à 5 ans. Et parfois, en fait, ça nous permet pas de faire des actions écologiques, si je puis dire, ou en tout cas en la faveur de la transition écologique. Donc, pour l'instant, on a toujours voulu s'entourer de proches, de citoyens comme vous ou de Biocop dans notre capitale. Donc, on a fait un peu le tour de qu'est-ce que c'était BioBurger. Alors, comment on fait tout ça? Quelles sont un peu les valeurs qui nous tiennent en fait pour réaliser notre aventure entrepreneuriale? On a un peu listé les six plus grandes. Donc, la résilience, c'est assez actuel. On a un modèle en fait qui se veut assez résilient du fait qu'on a un approvisionnement 100% bio et 80% français. On se rend compte, et par ailleurs, on a aussi des méthodes de distribution basées sur du surplace, du emporté, de la livraison qui nous ont permis également de traverser la crise du Covid sans trop de problèmes. La pérennité, ça c'est une valeur qui nous tient à cœur depuis le début, c'est qu'on vise loin. Notre objectif, c'est pas de faire un coup à court terme, c'est de créer une entreprise qui soit pérenne dans le temps. Nous, on veut que BioBurger, ça existe toujours dans 50 ans. La confiance, valeur très importante qui nous tient à cœur. On adore faire confiance aux autres et on trouve que sur le long terme, on s'y retrouve. Alors, on se fait avoir peut-être une fois sur 10, mais sur les 9 autres fois où vous donnez votre confiance, on estime que ça en vaut bien la peine. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie d'instiller dans toute notre marque, dans toute l'entreprise. L'accessibilité, super important aussi. Pour nous, en fait, c'est bien de faire du 100% bio, c'est bien de s'engager à la transition écologique, mais il faut que ça reste, et plus que jamais aujourd'hui, accessible à tous. Donc, derrière l'accessibilité, on met tout ce qu'Anthony a dit au niveau de la rapidité, du prix, notamment. La gourmandise et le reconfort, je vais le mettre avec, hyper important aussi. Pour nous, la transition écologique, c'est cool, mais il faut que ça se fasse, en fait, et c'est tout l'enjeu de BioBurger, par le plaisir. Donc, par un produit plaisir, par un produit réconfortant, qui fait du bien, mais également engagé. Donc, tout ça pour dire qu'au final, BioBurger, pourquoi ? En fait, tout ce qu'on vous a évoqué là, ça a pour but, et c'est ce qui nous anime tous les matins, c'est participer à la transition écologique, mais avec des solutions simples. Donc, tout ce que vous a montré Anthony, en fait, ça permet de proposer à la société de s'engager dans la transition écologique avec un minimum de contraintes et avec des solutions simples et accessibles. Et ça, c'est tout l'esprit BioBurger qui réside là-dedans. Oui. Je vois qu'il y a quelques questions qui commencent à arriver dans le chat. Du coup, pour pas entrecouper la présentation, on reviendra dessus à la fin, si ça vous va. Et peut-être qu'on y répondra aussi au fil de l'eau sans s'en rendre compte de manière naturelle lors de la présentation. Du coup, au niveau de l'histoire de BioBurger, donc aujourd'hui, on a plus de 10 ans maintenant. On a ouvert notre premier restaurant en juillet 2011. Donc là, on était vraiment au four et au moulin avec Louis. On avait peu d'équipes avec nous. Donc, on s'est fait nos armes vraiment sur le terrain pendant 2 ans avant d'ouvrir un deuxième restaurant en 2013, en septembre 2013. Et là, en fait, cette deuxième ouverture, on a dû se staffer parce que on avait de l'énergie, mais à un moment donné, on ne pouvait plus tout faire. Donc, on s'est pas mal staffé. Et c'est vrai que là, on s'est rendu compte que notre business model, il n'était pas bon à cette époque-là, où certes, on avait beaucoup de clients tous les jours, mais à la fin de chaque mois, soit on était à zéro ou légèrement en déficit. Donc, il y avait un gros sujet de structuration du business model. Donc, gros travail qu'on a fait de 2013 jusqu'à 2016
Donc, ça a été vraiment de reprendre chaque ligne du compte de résultat et de voir comment on pouvait l'optimiser. Donc, c'est passé par les achats ou en 2016, on a ouvert une centrale d'achat pour optimiser nos achats. C'est passé aussi par les process pour mieux gérer nos RH. Enfin, voilà, c'est tout un tas de choses sur lesquelles on a travaillé pendant 3 ans. Du coup, pour aboutir à l'ouverture d'une centrale d'achat en 2016, qui nous a beaucoup aidé, tant sur la qualité que sur les prix. Et en 2017, on s'est dit, bon, bah, c'est cool, on a bien bossé sur toute la structuration de notre business model. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et on essaie de valoriser un peu ce travail qui a été fait. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert une première franchise en 2017 avec une personne qui était de chez nous, en fait, Romain André, qui nous a aidé beaucoup au début à co-construire BioBurger avec nous. Et il nous paraissait naturel que voilà, c'était une personne qui avait toujours voulu entreprendre. Donc, c'était très bien pour nous de mettre le pied à l'étrier dans le monde de la franchise avec Romain. Ensuite, en étape clé, en 2018, on a fait un partenariat financier avec Biocop, mais pas que. Il nous apporte aussi des choses autres que juste les finances, notamment pas mal de conseils. Ensuite, on a fait une première levée sur l'ITA en actions de 450 000 euros, une deuxième en 2020 en obligations, cette fois, de 800 000 euros. Et maintenant, depuis 2018, en fait, on accélère de développement. On va pouvoir le voir vraiment en graphique juste ici. Donc là, on voit bien vraiment 2011, 2012, 2013, les 2 premiers restos, le chiffre d'affaires qui augmente un peu grâce à l'ouverture du deuxième resto jusqu'en 2016. Et après, ouverture de la première franchise et accélération de la croissance à partir de 2018 jusqu'à 2022. Donc là, on voit bien qu'on est sur un trend un peu exponentiel au niveau de la croissance. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est le chiffre d'affaires moyen par restaurant. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a bien évolué au fil de l'eau pour arriver jusqu'à 1 150 000 par resto en 2019. Et après, il y a une baisse, clairement, sur 2020 et une reprise sur 2021. Ça, vous connaissez tous la raison, c'est le Covid. On a fermé des restaurants en 2020 et en 2020. Et puis après, on a réouvert. Et puis avec le télétravail, etc., ça a créé des petites contraintes. Donc là, on est en train de rattraper doucement, mais sûrement, ces quelques clients qu'on a perdus au fil de l'eau et à cause de cette crise sanitaire sans précédent, quoi. Voilà. Alors, un petit mot sur le modèle économique. Donc, comment on fonctionne aujourd'hui? Au milieu, vous avez GFD, c'est l'entité sur laquelle on lève des fonds, qui est aussi en fait notre holding opérationnel qui détient la tête de réseau. Donc, cette tête de réseau, c'est un prestataire de service qui a pour client, entre guillemets, 2 typologies de restaurants, les restaurants franchisés et les restaurants en propre. Donc, pour chacun de ces restaurants, ces 2 typologies-là, elle octroie des services qui sont similaires, mais qui ne sont pas exactement identiques. Donc, pour les restaurants franchisés, Green Food va en fait apporter aux restaurants franchisés la marque, le droit d'utiliser la marque BioBurger et tout ce qui va avec, toute l'identité BioBurger. Le savoir-faire, donc expliqué Anthony, ce savoir-faire qu'on a développé entre 2013 et 2016 et qu'on continue de développer. Donc ça, c'est vraiment le cœur, on va dire, du service qu'on apporte aux franchisés. Et bien sûr, une assistance quotidienne au long cours à nos franchisés au fur et à mesure de leur évolution opérationnelle. Donc ça, la marque, le savoir-faire, l'assistance, c'est ce qui définit le contrat de franchise. Et bien sûr, la publicité et la com, donc les franchisés aussi cotisent, entre guillemets, pour que Green Food puisse ensuite organiser une communication et la pub nationale. Du côté des restaurants propres, ça va être la même chose, mais on va ajouter un peu plus de services, évidemment, puisque c'est des restaurants qui nous appartiennent. Et donc, on va aussi gérer, faire toute la GRH, tout l'administratif, qu'on va évidemment centraliser sur la holding, et aussi le management, et, évidemment, puisque les directeurs, c'est nous qui les recrutons, c'est nous qui les formons, c'est nous qui les faisons évoluer. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'en fait, en contrepartie de ces services-là, les restaurants franchisés versent 5% du chiffre d'affaires en communication, plus 0,75 de communication. Donc, ça fait que 5,75.
Et en fait, les restaurants en propre, eux, vont rajouter 5% de management fees. Et on va aussi centraliser la communication locale des restaurants. Ça, c'est un petit détail, mais les restaurants propres cotisent pour Green Food. Et Green Food dépense pour eux tout ce qui est attrait à la communication, mais autour de leur restaurant. Donc voilà comment fonctionne Green Food. Donc Green Food, ça c'est le chiffre d'affaires essentiel de Green Food Développement. Et en face, vous avez des charges qui sont relatives notamment au salaire de l'équipe nécessaire à assurer ces services. Donc la fameuse équipe ici. Exactement. L'équipe, donc on voit, je ne vais pas rentrer dans les détails de chaque personne, mais le plus important, c'est vraiment de voir comment on est structuré au niveau des pôles aujourd'hui. Donc il y a Louis et moi, évidemment. Donc nous, on s'occupe principalement de la stratégie. Et après, on va se répartir un peu les missions où chacun de nous deux va superviser les pôles. Donc typiquement, Louis va superviser le pôle admin, office management et tout ce qui est relatif à la finance, et également le pôle développement et IT. Me concernant, je vais chapeauter le pôle opérationnel restaurant. Donc ça, c'est vraiment le pôle qui gère les restaurants en propre, qui les supervise et qui accompagne les restaurants franchisés, tant à l'ouverture des restos, parce que là, faut être assez présent pour former les équipes sur le terrain à l'ouverture et pour suivre les restaurants au fur et à mesure de l'eau, faire des audits pour voir si tout va bien, etc., etc. Il y a aussi le pôle achat et logistique. Donc ça, c'est le pôle qui gère la centrale d'achat dont on a parlé tout à l'heure. Et ce pôle-là s'occupe aussi du développement de produits. Donc on a parlé de la gamme végétarienne tout à l'heure, par exemple, qu'on a vachement développé au fil du temps. Donc c'est aussi ce pôle-là qui s'en occupe. Et le dernier pôle, marketing et communication, que je supervise également. Donc voilà, aujourd'hui on est structuré comme ça nous permet de plus avoir de trous dans notre raquette où vraiment on maîtrise complètement notre métier à 360%, à 360 degrés, pardon. C'est mieux. C'est plus logique comme ça. On va faire un petit focus sur le pôle développement puisqu'on a affiché un business plan avec des ambitions d'ouverture et en fait le pôle développement il est vraiment c'est sa mission en fait. Le pôle développement il a la mission de gérer tous les premiers leads franchisés et les premiers leads immobiliers locaux et de les gérer jusqu'à l'ouverture des restaurants. Donc c'est leur fonction. Donc aujourd'hui on l'a développé beaucoup les derniers mois. Donc il y a 5 personnes dans ce pôle. Et donc, il est vraiment en place depuis juin 2021. Avant, il n'existait pas. Donc, 5 personnes à temps plein dédiées. Et on a aussi structuré, en fait, ce qu'on n'avait jamais vraiment fait, on a mis en place des process de prospection commerciale pour les franchisés et l'immobilier. C'est vraiment des choses comme on a processé en cuisine pour faire des burgers, et ben là, c'est pareil, c'est un nouveau métier pour nous, gestion CRM, process de recrutement franchisé, communication aussi pas mal sur les réseaux, pour montrer qu'on est là, qu'on cherche des franchisés, qu'on cherche de l'immobilier. Et donc, du coup, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'aujourd'hui, on commence à avoir un certain volume d'ouverture et on commence à avoir une expérience sur ces ouvertures-là, ce qui nous permet d'être de plus en plus efficace aussi dans la construction, dans les travaux. Et enfin, grâce à tout ça, on peut avoir maintenant une vue à 18 mois, on arrive à faire des statistiques plus précises sur la durée d'ouverture d'un restaurant. On arrive à mieux anticiper en fait ce que sera l'état du réseau dans 18 mois, puisque c'est vraiment des choses qui se font sur le temps long. 18 mois, c'est un peu la durée moyenne entre le tout premier lead, on va dire, et l'ouverture d'un restaurant quand ça se passe bien. Donc voilà, ça c'est assez nouveau et c'est ce qui nous permet aussi d'anticiper un peu mieux l'avenir. Et donc du coup, voici un peu l'état du pipe aujourd'hui. Vous avez à droite les restaurants qui sont ouverts. Donc on a 13 restos, 8 en franchise, 5 en propre. On a 4 restaurants qui sont en cours d'ouverture. Donc Grenoble, Bordeaux, Issy-les-Moulineaux et Nancy. On en a 3 actuellement qui sont en cours de négociation de bail et qui sont quasiment bons, donc qui vont bientôt rentrer dans les ouvertures en cours. Et ensuite, on a 7 recherches immobilières. Donc, on a 3, nous, on en recherche 3 en propre. On a 4 franchisés qui cherchent un restaurant actuellement. Et on a 5 études de dossiers donc de franchisés en cours qui peuvent bientôt basculer en recherche immobilière. Donc, ça, c'est un peu le pipe du moment. Donc, on peut voir un petit peu comme ça à 18 mois combien on aura de restaurants d'ici là.
Et donc justement, Yes. Donc ici quelques grands chiffres. Donc pour faire une synthèse un peu de l'état actuel de Bioburger. Donc à date, c'est 13 restaurants, 5 en succursale et 8 en franchise. Ça représente à peu près 280 salariés sur l'ensemble du réseau. Et en chiffre d'affaires estimé sur 2022, on est sur à peu près 14 millions de chiffre d'affaires. Sur la colonne du milieu, donc ça c'est notre objectif, j'ai envie de dire court terme, le seuil de renta, ce fameux seuil de renta qu'on vise. Donc voilà les chiffres un peu dans les grandes lignes sur lesquelles on va atteindre le seuil de renta, c'est quand on sera aux alentours d'une vingtaine de restos et une moyenne d'environ 20 millions de chiffre d'affaires. Là, c'est vraiment ce moment de bascule dans notre histoire où Green Food deviendra rentable. voilà, je tiens à préciser, pardon, j'aurais dû dire tout à l'heure, Green Food avec ce business model-là, aujourd'hui n'est pas équilibré volontairement, on s'est surstaffé pour pouvoir encaisser ce développement-là. Et maintenant, c'était prévu, c'est une stratégie qui était prévue depuis le départ, et maintenant il est venu le temps d'arriver à cet équilibre-là. Et donc, nos estimations nous portent à penser qu'on va l'atteindre sur le mois, courant le premier trimestre 2023. Et dans les objectifs un peu plus moyen terme, donc à horizon 2025, donc là, l'idée, c'est d'arriver à une cinquantaine de restos avec un tiers en propre et 2 tiers en franchise. C'est à peu près le ratio qu'on vise pour se développer. 1100 salariés dans le réseau à peu près et environ 52 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a une croissance, vraiment, on suit le trend qu'on a regardé tout à l'heure, regarder un trend de croissance, d'hyper-croissance, on peut le dire, parce qu'il y a des beaux projets en cours et c'est pas inatteignable du tout. Notre idée, on veut se développer parce qu'on se rend compte que tout ce qu'a pu vous lister Anthony depuis le début, au niveau de nos actions, en fait, plus on est grand, plus on a de moyens, plus on peut agir et proposer des choses. On s'en rend compte, l'eau en bouteille, on n'aurait jamais pu l'arrêter au début. Le développement de l'offre VG telle qu'elle est aujourd'hui, on n'aurait jamais pu le faire au début non plus, etc. Et donc, en fait, plus on pourra se développer, plus on aura de moyens pour faire des choses qui soient vertueuses. Et on sera aussi plus efficace, évidemment, économiquement. On pourra, dès lors qu'on a des bonnes intentions, en fait, c'est ça en fait qui nous anime à terme. Donc du coup, pourquoi cette levée? Pourquoi on a besoin de ces 2 millions d'euros? En fait, c'est un peu la dernière levée qui va nous permettre d'atteindre encore une fois la rentabilité. Donc d'ici là, on fait du cash burn tous les mois. Donc on a besoin de financer les derniers mois de cash burn qui vont rester. On a besoin de renforcer les capitaux propres de Green Food, ça c'est purement comptable, c'est pour avoir une structure plus équilibrée, plus costaud et pouvoir assurer les emprunts bancaires sur les filiales pour les prochaines ouvertures. Et donc du coup, effectivement, même, on a aussi également besoin d'avoir des apports en fonds propres. On a besoin d'environ 150 000 euros d'apports en fonds propres pour chacune des ouvertures. Donc en fait, ces 2 millions d'euros aussi vont nous permettre de financer les 6 prochains restaurants propres. Donc si tout va bien dans notre vision, dès qu'on aura passé le seuil de rentabilité, on va commencer à générer du cash qui va pouvoir nous permettre de nous autofinancer, donc d'autofinancer les prochaines ouvertures et notre développement. Et donc, on aura en théorie plus besoin de se financer de manière externe. C'est donc en théorie la dernière levée de fonds. Juste avant de passer à cette dernière slide, qui est du coup la slide de conclusion, je vois qu'il y a Guillaume Chédron qui avait une question par rapport à, du coup, avant-dernière slide, donc avec les chiffres et les prévisions à court terme et à moyen terme. Si on peut revenir dessus très rapidement, ce serait super. Et en fait, la question de Guillaume, c'était est-ce que le CA qui est indiqué, c'est le CA de tous les restaurants du coup consolidés, ou est-ce que c'est celui de Green Food Development plus les restaurants propres? Non, c'est le chiffre d'affaires consolidé. De tout le réseau, c'est le chiffre d'affaires des restos sous enseigne. Vous n'avez pas Green Food dedans. Voilà, j'espère que ça a répondu à votre question, Guillaume. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à rebondir, on pourra toujours revenir là-dessus. Voilà. Et du coup, là, on a vraiment terminé la présentation. Écoutez, merci Louis, merci Anthony, c'était vraiment très sympa, c'était vraiment très clair. Alors, avant de passer à la partie questions-réponses, et je vois qu'on a pas mal de questions en plus, je vais vous présenter les raisons pour investir qui ont été définies par les analystes Lita.co. Alors, en fait, ces raisons pour investir, c'est un peu les éléments clés de l'investissement, les éléments qui ont fait que nous, on a été séduits par l'entreprise Bioburger.
Du coup, première raison pour investir, c'est un marché du fast casual qui est en très forte progression et un très fort potentiel, notamment sur le créneau du bio, avec une offre qui est quasiment inexistante aujourd'hui sur les burgers. Deuxième raison pour investir, c'est qu'on a un potentiel de développement qui est très élevé sur tout le territoire national, avec à la fois des ouvertures en propre, mais aussi en développant le réseau de franchisés. Ça, on l'a pu le voir tout à l'heure dans les slides. Troisième raison pour investir, c'est un modèle qui est prouvé, avec un seuil de rentabilité qui sera mécaniquement atteint début 2023, avec une vingtaine de restaurants. Et dernière raison pour investir, c'est la résilience du modèle de BioBurger. En fait, BioBurger, on a pu le voir tout à l'heure, mais elle a plutôt bien passé la crise sanitaire, et c'est notamment grâce en fait à une stratégie de distribution omnicanal, qui a permis en fait de réaliser une activité très forte sur le segment de la livraison. Cette résilience aussi, elle est due au sourcing qui est à 80% français en circuit court, qui a du coup permis en fait, BioBurger de vraiment, d'être très résilient sur la période. Voilà. Alors, on va pouvoir passer aux questions et aux réponses. Hem Et d'ailleurs, première question, je vais vous inviter Guillaume à monter sur scène et ça fait un peu le lien avec ce que je viens de dire par rapport à la stratégie omnicanal. Du coup, Guillaume, normalement, vous avez reçu une petite notification sur votre écran. Voilà. Ah, je crois que Guillaume arrive. Alors, en attendant que Guillaume arrive, on peut rebondir rapidement sur une question de Guillaume. C'est d'un autre Guillaume, pour le coup, Guillaume Chédron, qui demande quel sera le chiffre d'affaires de Green Food Development en 2023, 2024 et 2025. Alors, je suis en train de sortir ces chiffres-là. En 2023, donc nous, en zone, on a des exercices qui vont de octobre à septembre. Donc en 2023, on a un chiffre d'affaires prévisionnel de 2 600 000 euros environ. Hop, et je vais vous sortir les exercices suivants. Hop. Et donc les exercices suivants, encore une fois, c'est à titre évidemment indicatif, mais c'est nos business models, nos business plans. On a 4 millions 6 et 7 millions 6 les années suivantes. Donc le chiffre d'affaires, il est complètement corrélé au chiffre d'affaires du réseau, hein, bien sûr, mais vient de s'ajouter, ce qu'on n'a pas précisé, bien sûr, c'est les droits d'entrée. Donc, quand même, les droits d'entrée, on facture 30 000 euros à chaque nouvelle ouverture de restaurant, ce qui vient payer entre guillemets le service apporté pour l'ouverture, donc payer l'équipe dev en fait. Et ça vient s'ajouter au chiffre d'affaires Green Food, mais c'est pas du récurrent. Et dans le modèle, en fait, on ne fait pas de marge sur ce chiffre d'affaires-là. On est même un peu déficitaire, même à terme. L'objectif vraiment, c'est d'avoir des restaurants ouverts qui nous versent des redevances. Top, merci Louis. Du coup, je suis pas sûr que Guillaume va arriver, donc je vais directement poser la question. En fait, Ouais. Guillaume, il dit qu'il fréquente beaucoup le BioBurger à Gobelin et il trouve que le restaurant est souvent assez vide, et qu'il y a par contre pas mal de passages de livreurs. Du coup, en fait, il aimerait savoir Ouais. quel est l'objectif de répartition en termes de chiffre d'affaires sur le segment sur place, à emporter et en livraison. Ouais, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. Aujourd'hui, grosso modo, sur le réseau, on est à un tiers, un tiers, un tiers sur les différents canaux de vente. Et en fait, c'est pour nous, c'est une belle moyenne. Ça nous va bien sur l'avenir. Et après, pour répondre à la question sur plus précisément sur le ressenti en restaurant à Gobelin, c'est vrai qu'au final, il y a quand même 66 du coup, des ventes qui sont en extérieur, parce qu'il y a le emporté également. Donc c'est vrai que sur place, ça ne fait qu'un tiers de notre clientèle, quoi, grosso modo. Donc il peut y avoir ce sentiment parfois où il n'y a pas grand monde. Après, c'est un restaurant aussi qui est assez spécial dans le sens où il y a du monde un peu tout le temps. Et on a des horaires d'ouverture qui vont de 11h30 jusqu'à 2h du matin sur ce resto. Donc en fait, il y a des créneaux horaires qui sont très très importants. Et c'est vrai que ça se répartit au fil de l'eau. Il n'y a jamais cette impression de beaucoup de monde, à contrario d'un restaurant comme La Défense, où le midi, ça va être la cohue, etc. Mais par contre, le soir et week-end, évidemment, ça sera beaucoup moins fréquenté, ce qui est assez logique. Et
Et ça me permet de rebondir aussi sur quelque chose qu'on n'a pas dit, parce qu'on a parlé de la croissance par le développement, donc par le nombre d'ouvertures de restos. Mais il y a aussi deux autres croissances qu'on veut mener de front sur les 5-10 ans qui arrivent. C'est la croissance du chiffre d'affaires par resto. Donc là, tout à l'heure, on a regardé, on a à peu près 1,80 million sur la dernière année de chiffre d'affaires par resto. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut faire croître également. On ne l'a pas pris en compte dans nos estimatifs de chiffre d'affaires qu'on vous a présentés, parce que pour nous, c'est du bonus, c'est quelque chose qu'on va essayer d'aller chercher, mais qui est plus difficilement aussi sûr qu'une ouverture. Une ouverture, on sait que ça va faire à peu près 1 million, 1,1 million de chiffre d'affaires. C'est à peu près assuré. Alors que ce chiffre qu'on va essayer de grappiller en part de marché, en fait, au final, voilà, c'est quelque chose d'incertain. Donc, on préfère ne pas trop communiquer dessus encore et pas le valoriser, ce truc-là, mais c'est un objectif. Et le troisième objectif, c'est la croissance écologique. À côté, on en a parlé, on a encore plein de choses à faire. Et notamment, récemment, on a fait une petite étude EcoScore pour comprendre là où on a le plus d'impact aujourd'hui dans notre quotidien. Et j'ai envie de dire, c'est assez juste et logique. Le résultat, c'est qu'évidemment, le bœuf a un impact qui est assez considérable. Donc voilà, il faut faire grandir la gamme végétarienne, il faut aussi faire grandir les gammes carnées, mais poulet, veau, ce genre de choses qui sont moins impactantes. Donc il y a beaucoup de choses à faire encore là-dessus. Donc voilà. Je voudrais juste préciser aussi pour Gobelin, on a les un tiers, c'est la moyenne du réseau, mais évidemment, il y a des restaurants avec des disparités. Vous avez des restaurants qui font moins de livraison et d'autres plus. Et Gobelin est quand même, malgré tout, un des restaurants qui fait quand même le plus de livraison, ce qui accentue aussi cet effet, bien sûr. Gobelin est un restaurant de livraison, principalement. Du coup, je me permets de rebondir sur cet aspect d'impact avec les burgers végétariens, puisque moi-même, j'ai reçu la question d'un investisseur qui n'a pas pu se présenter ce soir. Il demandait si les burgers végétariens remportaient un franc succès et quel était le volume de vente par rapport au total et puis aussi en termes de chiffre d'affaires. Ouais. Aujourd'hui, on est à peu près à 18-19% du volume de vente. Donc tout à l'heure, je disais qu'aujourd'hui, la gamme VG, ça représente 30% de notre gamme et pour arriver à 18% des ventes. Donc dans notre histoire, on est passé de 3-4% à nos tout débuts, donc il y a 10 ans. On est assez rapidement monté à 10-11% des ventes. Et là, depuis qu'on a une gamme végétarienne beaucoup plus travaillée, on est monté à 18. Donc ça progresse, c'est assez cool. Mais voilà, il y a encore des choses à aller chercher. C'est quelque chose qu'on veut faire croître, en tout cas, au fil des ans. C'est un de nos objectifs prioritaires dans le côté transition écologique, puisque c'est là où on peut avoir le plus d'impact facilement. Super, merci pour le retour. Alors, prochaine question, on a une question de Nicolas. Je vais vous inviter à monter sur scène. Alors, en attendant qu'il arrive, je vois qu'on a eu pas mal de questions qui semblent venir d'anciens investisseurs. J'ai fait un petit sondage, donc vous pouvez le retrouver en bas à droite dans l'onglet sondage, où on peut, je vous invite à répondre à ce sondage pour voir si parmi vous, on a des actionnaires historiques ou des investisseurs en obligations. Ça peut être assez intéressant de voir combien de personnes qui ont déjà investi sont encore intéressées aujourd'hui par cette nouvelle levée de fonds. Alors, je crois que Nicolas arrive normalement. En tout cas, Guillaume a beaucoup de chance. Moi, mon BioBurger, il ferme à 22h, pas à 2h du matin. Je suis un tout petit peu jaloux. Alors, on essaye, c'est un test. On appelle ça le late night. On va essayer de le développer dans tous les restaurants de BioBurger qui s'y prêtent. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir à tous les trois. Du coup, je vous confirme que la webcam et le micro fonctionnent bien. En fait, effectivement, j'avais une question pour connaître les différences majeures en fait entre les différents types de levée de fonds. Parce que donc on l'a vu en fait par le passé, une levée de fonds en actions, en obligations, et du coup, je voulais avoir un peu de détails sur les différences et les impacts que ça avait entre les deux. Donc la différence entre une levée de fonds en actions et en obligation. Oui, et du coup, en fait, aussi qu'est-ce que vous attendez sur cette dernière qui doit avoir lieu cette année?
Ok. Alors, les trois ont eu le même objectif. C'est-à-dire que nous, en 2017-2018, on a fait un BP sur 4-5 ans où on se disait, OK, on va staffer la tête de réseau, on va se financer de manière externe pour arriver à un certain niveau d'activité et passer un seuil de rentabilité. Donc, c'est comme ça qu'on a levé d'abord de l'argent chez Biocop, ensuite, une première fois chez Lita, une deuxième fois chez Lita. Ensuite, on a eu les PGE aussi en 2021 qui ont joué leur rôle. Et il nous manquait un dernier tour de table pour arriver au bout. Pour être tout à fait transparent et franc, on a perdu 1 an par rapport à ce qu'on avait établi en 2017-2018, 1 an et demi, principalement dû à la crise du Covid. Autant elle ne nous a pas trop ralenti en termes d'activité pure en resto, autant elle nous a ralenti en termes de développement, puisque beaucoup de projets de franchise ont été avortés ou des locaux moins disponibles. Donc ça a rajouté un peu du coup de cash qui n'était pas prévu au début. Donc on a un peu plus levé que prévu, mais pas beaucoup. Et donc toutes ces levées-là, elles ont été exactement pour les mêmes raisons. Donc financer le cash burn de la tête de réseau et ouvrir des restaurants en propre. Okay. Et donc c'est le dernier volet de ces levées. En fait. Et donc l'obligation, pourquoi on a fait une obligation? En fait, c'est parce qu'on avait 0 endettement sur Green Food Développement. Il y avait de l'endettement sur les restaurants, sur les filiales, mais pas sur Green Food. Et c'était une manière en fait de faire une ligne qui était entre les fonds propres et de la dette. Et on voulait utiliser cet effet de levier-là, et donc on a fait des obligues simples avec Lita en 2020. Ouais. Je ne sais pas si ça répond complètement à la question. Oui, si, complètement. J'en profite juste parce que en fait, je rebondis sur le sujet, la thématique qu'on avait abordée juste avant. La question qui m'a traversé l'esprit, c'était de savoir, étant donné en fait l'équilibre que vous avez entre les 3 canaux de distribution, est-ce que vous avez déjà envisagé en fait de vous concentrer sur des dark kitchen pour vous focuser justement sur le canal de la livraison? Louis, je sais pas si tu nous entends, mais on vous entend pas très bien là. Ouais, là c'est bon, c'est revenu, oui. Non, en fait, non, c'est pas revenu. On vous a complètement perdu. Ah, mince. En attendant qu'il se reconnecte, je peux peut-être répondre à d'autres questions. Alors, je crois que Nicolas, une autre de vos questions, c'était aussi quelle était la différence entre les actions et les obligations, c'est ça? Ou c'était ou ça faisait pas partie de la question? Ça en faisait partie, mais peut-être que vous êtes plus à même que Louis-Anthony à répondre pour le coup. Ouais, exactement. Donc, j'en profite le temps qu'il se reconnecte. Alors, en fait, c'est des produits financiers qui sont complètement différents. En fait, une action, c'est une part du capital de l'entreprise. Donc, quand vous investissez en action, vous devenez actionnaire. Ça vous permet en fait de percevoir des plus-values lorsque vous allez revendre vos actions. Voilà, donc en fait le mécanisme il est différent de l'obligation qui est en fait un prêt rémunéré. Donc l'obligation c'est un produit financier qui est soumis à un taux d'intérêt. Pour BioBurger on était à un taux d'intérêt à 7%. C'est aussi soumis à une durée, donc la durée du prêt, et c'était une durée de 5 ans. Donc voilà. Ok, et là là on parle d'action pour l'exercice 2022. Okay. Et là on est sur une nouvelle levée de fonds qui est en action cette fois-ci, effectivement. Ok. Désolé, voilà. Il y a un petit souci, vous nous entendez? Ouais, c'est bon, on entend, ouais. On entend très bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Du coup, pour répondre à ta question sur les dark kitchen, alors oui, on s'est posé la question, ça c'est sûr. Et la réponse, on l'a aussi très vite trouvée pour 2 raisons. En fait, nous, on ne l'envisage pas. La première raison, c'est qu'on a parlé de process tout à l'heure pour faire du débit, de la productivité. Et c'est vrai que ça nécessite quand même des investissements au départ qui sont assez costauds. Et mettre le même invest dans dans un degré moindre, c'est sûr, mais les machines, ça sera les mêmes. La cuisine, ce sera la même. Elle ne peut pas être plus petite. Ouais, la cuisine, elle ne peut pas être plus petite. Et du coup, ça réduit quand même énormément le champ des actions au niveau de la vente. Et donc, au final, on a du mal à trouver un business model qui est vraiment optimal dans ces conditions-là. La deuxième, c'est que c'est un marché qui reste instable aussi. On ne sait pas trop ce que ça va advenir dans les années futures. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Là, typiquement, il y a 10 jours, Deliveroo, ils se sont fait sanctionner parce que il y avait des problèmes avec des livreurs qui n'étaient pas... j'ai pas les détails juridiques, mais qui n'étaient pas salariés directement du groupe. Donc, il peut y avoir des requalifications comme ce qui s'est passé en Espagne. Donc, ça peut avoir des incidences.
Donc voilà, c'est un marché qui est très instable, où il y a beaucoup d'acteurs aussi qui vont dessus, donc ça va devenir de plus en plus concurrentiel. Et donc en fait, on devient ultra dépendant d'une seule source. Et au vu de ce qui se passe en ce moment, on se rend compte que voilà, on est dans un monde qui est ultra instable. C'est une certitude. Hein. Et se dire qu'on se cornerise à un seul canal qui n'est même pas le nôtre, parce qu'on est quand même dépendant d'Uber et des libéraux, etc., bah, il y a un côté risque qui est quand même assez élevé. Et la troisième raison, c'est digital. C'est que, à un moment donné, nous, si on fait de la restauration, c'est aussi pour accueillir des clients chez nous, pour avoir un contact physique. Si demain le monde est 100% digital, livré, machin, que les personnes ne vont plus dans la rue à chercher à manger ou faire leurs courses, etc., bah, en fait, c'est pas du tout la vision du monde qu'on souhaite. C'est un extrême, mais Black Mirror, il fait le truc à fond, quoi. Mais parfois, on se dit que malgré tout, ils ont quand même un peu anticipé l'avenir d'une manière extrême, mais c'est pas du tout nous ce qu'on veut défendre en tout cas. Et pour compléter au niveau du modèle, il faut aussi savoir que Dark Kitchen ne fait pas plus de livraison qu'un restaurant. Tu as le moins de rayons, donc en fait, tu fais un tiers de ce que fait dans un restaurant. Donc moi, ce que j'aimerais à dire, pour provoquer un genre de question, c'est que nous, en fait, on a des Dark Kitchen, mais qui font aussi du surplace et du emporté. C'est le truc inversé, quoi. Alors oui, ça nous coûte un peu plus cher qu'une salle, mais en fait, on l'amortit parce que derrière, ça nous ouvre le surplace et le emporté. Et donc, quand tu crées une Dark Kitchen dans un endroit, tu peux plus ouvrir de restaurant au même endroit, en fait. Donc, tu te coupes du surplace et du emporté sur toute la zone de la livraison de Dark Kitchen. Donc, voilà, on en est là pour ce sujet, quoi. Ok, super. Bah, écoutez, c'était très clair. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Merci à toi. Merci, Nicolas. Alors, je crois que on a une question qui peut faire le lien aussi avec cette question par rapport aux différentes levées de fonds. J'ai vu qu'il y avait Johan qui demandait quel était l'horizon de sortie et quelle était la liquidité prévue pour un investisseur qui investit en 2022 sur cette levée de fonds. Alors, on a décidé de ne pas changer le pacte d'associés par rapport à la levée 2019 par souci de simplicité parce qu'il nous correspondait bien. Dans le pacte de 2019, il est inclus une clause de liquidité à 7 ans, mais qui n'est pas contraignante. Donc ça, c'est important quand même de le souligner. C'est-à-dire qu'on doit, nous, Anthony et moi, faire nos meilleurs efforts 7 ans après 2019, donc en 2026, donc en mai 2026 exactement, en juillet 2026, pour essayer de trouver quelqu'un qui puisse racheter l'Evita. Et donc toute cette nouvelle levée qu'on est en train de faire va avoir la même logique et donc garder la date de 2026. Donc il y a une clause de liquidité à 4 ans du coup, un peu plus de 4 ans quelques mois, mais on n'est pas contraint. C'est-à-dire que si on ne trouve pas, on ne trouve pas. Alors que si on était contraint, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne trouve pas, une banque d'affaires est nommée, et la banque d'affaires, elle trouve un acheteur, et si elle trouve un acheteur qui achète tout, l'acheteur, il achète tout. Et donc on vend, nous aussi. Et ça, on ne voulait pas. Et du coup, on l'a négocié comme ça en 2019. C'est important de comprendre, alors je pense que aussi j'anticipe peut-être une autre question, mais l'investissement BioBurger, aujourd'hui, il est intéressant dans le sens où on va atteindre avec de très forte probabilité la rentabilité, ce qui n'a jamais été le cas, on n'a jamais eu aussi peu de risques de l'atteindre durant les levées précédentes, donc c'est quand même dérisqué par rapport à 2019, mais en gardant en fait une perspective de développement assez importante, comme vous l'avez vu, donc du coup avec une valorisation d'entreprise qui, si on réussit, évidemment, va quand même être très intéressante. On n'arrive pas dans une entreprise mature non plus, donc on dérisque d'un côté, on a une entreprise relativement encore avec des ambitions. Donc en fait, l'enjeu de la levée et l'intérêt de la levée, il est là, et il y a quand même une belle plus-value. Et donc du coup, pour finir, on n'a jamais distribué de dividendes jusqu'à aujourd'hui. On a tout réinvesti et surtout, on n'avait pas été rentable pendant plusieurs années. Et donc là, on va commencer à l'être. Et donc, alors, on va quand même avoir une politique très axée sur l'investissement, il ne faut pas se le cacher, évidemment, puisqu'on a une vision pérenne et c'est l'entreprise first. Mais on saura aussi, évidemment, verser quelques dividendes à tous les associés. Il y en a qui nous suivent depuis 10 ans et qui n'ont jamais reçu un dividende. Donc, c'est toute une question d'équilibre, de partage de valeur, mais il y aura nécessairement certains dividendes versés dans les prochaines années. Super, merci pour la réponse, Louis. Alors, ça fait un peu lien avec une autre question de Guillaume qui demandait alors la question de Guillaume précisément, c'était par rapport à la dilution et par rapport à cette question-là, je vais pouvoir directement y répondre, mais c'était comment va être diluée la valeur de l'action de 2019. Alors, en fait,
si vous avez investi en 2019, votre participation a pu être diluée, mais pas l'action. En fait, la valeur de l'action a même augmenté. Donc, on était dans les environs de 60 euros, si je dis pas de bêtises, en 2019. Là, aujourd'hui, on est à 105 euros. Donc, on a quand même une belle progression. Et certes, votre pourcentage de participation pourrait être plus petit, mais vous détenez une plus petite part d'un gâteau qui est finalement plus grand. Donc c'est en réalité très bénéfique si jamais vous avez investi en 2019. En espérant que c'était clair pour vous, Guillaume. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le signaler et on pourra revenir sur ce point-là. Alors, pour la prochaine question, je vais inviter Frédéric à monter sur scène. Donc Frédéric a une question par rapport au réseau de franchisés. Et ça tombe bien parce que moi-même, j'avais un investisseur qui n'a pas pu se présenter ce soir, mais qui avait aussi une question par rapport à ce réseau de franchisés. Ah, et en attendant qu'on puisse poser la question directement, je vois qu'il y a une question de Navi qui demande si les actions pourront être conservées à l'issue des 5 ans. Alors oui et non. En fait, ça dépendra de la revente des actions, si elle est décidée ou non. En fait, les actionnaires l'État sont considérés comme un ensemble. Ça veut dire que soit tout le monde revend ses actions, soit personne ne revend ses actions. Donc la décision va se faire sous forme, enfin va être prise suite à un vote en assemblée générale. Et si jamais les actionnaires l'État décident de ne pas revendre les actions, ce qui serait très surprenant puisque quand même l'idée d'investir, c'est aussi de percevoir le retour sur investissement, donc de revendre les actions. Et bien dans ce cas-là, vous pourrez conserver vos actions. Si en revanche, les investisseurs l'État décident à la majorité de revendre leurs actions, alors à ce moment-là, tous les investisseurs l'État devront revendre leurs actions. Voilà. Alors, Frédéric, je ne sais pas s'il va arriver. Bah, je vais poser la question directement. Ah non, je crois qu'il arrive. Il suffisait de le dire. Alors, pas sûr que ça fonctionne bien, mais dans ce cas-là, je vais poser la question directement, puisqu'on a pas mal d'autres questions. Ce serait quand même dommage de ne pas pouvoir toutes les aborder. Frédéric demande si vous avez une politique de contrôle des franchises, exemple d'une condition suspensive de franchise. Alors, j'ai pas bien compris la condition suspensive La de condition franchise. suspensive, c'est est-ce qu'on suspend un contrat de franchise en cas de manquement. Ok. Il y a il y a plusieurs conditions suspensives dans lesquelles on peut rompre un contrat de franchise, et notamment, par exemple, le 100% bio. Si un franchisé perd sa certification, il est clairement radié du réseau. C'est marqué noir sur blanc dans le contrat de franchise depuis toujours. Et à côté de ça, on va avoir les mêmes. Enfin, chaque contrat de franchise est différent, chaque réseau. Et après, on va avoir tout un tas d'obligations du franchisé qui, s'il ne les remplit pas, peut nous permettre de le radier du réseau. Alors, c'est des solutions qui sont vraiment extrêmes. Il faut faire très attention. La gestion d'un réseau, c'est une politique générale, c'est une relation de confiance, comme on a dit avant tout. Quand on sort le contrat, c'est que vraiment on est dans une impasse, on va dire, de relation. L'idée, et donc ça répond à la première question, c'est oui, on a une politique de contrôle, donc beaucoup d'échanges et des audits qui se veuillent assez être bienveillants, on va dire, plutôt dans le conseil que dans le contrôle pur et dur. Ça correspond plus à nos valeurs. Donc Bruno Thiron du Pôle OP est chargé de faire ces audits. Et donc il vient, en fonction du résultat du dernier audit, il vient plus ou moins fréquemment, mais à minima une fois par an dans les restaurants. Deux fois par an. 2 fois par an dans les restaurants. Il peut venir plus si les audits ne sont pas satisfaisants. Et il va faire un audit sur tout un tas d'items à 360 degrés sur le restaurant et délivrer le compte-rendu de l'audit aux franchisés et à nous-mêmes. Ouais. À côté de ça aussi, il y a des audits externes, notamment sur l'hygiène, où un intervenant externe dont c'est le métier passe faire des prélèvements en restaurant pour voir si l'hygiène est bien respectée dedans. Top, merci. Du coup, moi, mon investisseur, il avait des questions additionnelles par rapport au réseau de franchisés. Il demandait quelle était la formation des franchisés, quel était le suivi et que se passe-t-il si jamais la rentabilité de la franchise n'est pas atteinte? Alors au niveau de la formation, donc c'est un temps assez long. Donc généralement, on essaye de le former, le franchisé, au moins pendant 3 semaines, un mois,
généralement, ça précède un peu la période de travaux du resto. Donc, en gros, une fois qu'il a signé son bail, et avant de commencer le resto, on fait une formation d'1 mois environ. Et ensuite, nous, on passe du coup à l'ouverture avec nos équipes pour superviser le franchisé en place, plus son équipe, aussi en direct sur les premiers jours d'ouverture. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on essaye de faire venir dans nos restaurants en propre 40% de l'équipe qui va être dans la nouvelle ouverture pour que nous, on puisse les former sur 1 semaine, 2 semaines dans nos restaurants en propre pour leur inculquer vraiment les bonnes méthodes. Et comme ça, généralement, ça nous permet quand même d'avoir une belle équipe, enfin déjà une bonne partie de l'équipe qui est formée au début. Et après, ça va assez vite pour former le reste de l'équipe. Et c'est aussi ça qui est cool dans tout ce qu'on a créé, c'est que vu qu'on a passé beaucoup de temps à bosser sur nos process, en fait, on a essayé vraiment de les rendre les plus simples et intuitifs possibles. Et en fait, un équipier sur un poste bien précis, on est capable de le former en 1 demi-heure. En 1 demi-heure, il a appris les bases pour faire son rôle sur un rush. Donc, ça aide aussi à l'ouverture pour que les choses soient beaucoup plus fluides directement. Et après, par contre, sur la renta, ça c'est une bonne question, vu que c'est jamais arrivé. Ouais. Je sais pas. En fait, on suit les franchisés au niveau de leur rentabilité et remplissent des reportings qu'on leur demande pour suivre un petit peu au trimestre la santé financière de leur entreprise. Il peut se passer plusieurs cas. Un franchisé pas rentable, s'il a des fonds propres importants, il peut survivre un certain nombre de temps, le temps que le restaurant trouve des solutions ou augmente son chiffre d'affaires pour parvenir à la rentabilité. Ça peut être le cas au tout début d'une ouverture. Voilà, vous prévoyez quelques mois qui peuvent être potentiellement pas rentables et puis après atteindre la rentabilité. Si ça dure, ce qui nous est jamais arrivé, et que le franchisé n'a plus les fonds pour mettre au pot, pour mettre au bout, là, il y a clairement une opération qui doit être envisagée avec une revente du fonds de commerce, soit à la tête de réseau si on se porte acquéreur, parce qu'on a un droit de préemption, soit à un autre nouveau franchisé qui souhaite récupérer ce fonds, ou à un tiers, si on est d'accord. C'est-à-dire qu'on revend totalement la franchise de burger, et puis on ferme le restaurant de burger, et il y en aura un autre. C'est un peu les 3 issues en cas de gros problèmes financiers sur une franchise. Nous, avant ça aussi, il y a une histoire d'accompagnement. On peut, nous, en tant que tête de réseau, accompagner notre franchisé en lui faisant des délais de paiement sur de la redevance, en leur faisant même peut-être une gratuité si on voit que c'est légitime. C'est-à-dire que si on voit que la rentabilité est du fait de quelque chose qui échappe au franchisé et qu'on y croit, c'est des choses qui peuvent arriver. Si on voit que le franchisé n'est pas rentable parce que c'est clairement sa faute, qui n'est pas du sien, en fait, non, là, on sera peut-être moins diligent à faire ce genre de choses. Super, merci. Alors, pour la prochaine question, j'ai invité Pierre-Yves qui avait une petite question par rapport à BioBurger. Autrement, je crois qu'on a abordé pas mal de questions. Je vois que Nicolas par-dessus, vous avez une question par rapport à la valorisation de BioBurger. Très rapidement, en fait, on a utilisé une méthode de DCF, donc Discounted Cash Flow. Ça peut être un peu technique et compliqué à rentrer dans le détail, donc si jamais vous souhaitez approfondir ce point, n'hésitez pas à me contacter directement. Je vous envoie mon email dans le chat. Donc voilà, si jamais vous avez des questions et que sur la valorisation, je serais ravi d'échanger avec vous. Alors, Pierre-Yves arrive normalement. Yes. En attendant qu'il arrive, il y a quand même d'autres questions. Ouais, une question de Guillaume Morel. Pourquoi plus il y a de restaurants, plus le CA par restaurant baisse en dessous du million? En fait, ce qu'il faut prendre en compte dans ce calcul-là, c'est qu'il y a énormément de restaurants en fait, qui ouvrent sur l'année en cours. Donc, en fait, il n'y a pas une année complète. Et mine de rien, au vu du développement qu'on vise, c'est une bonne dizaine de restos par an. Donc, ça a un impact assez conséquent sur le chiffre d'affaires moyen. De l'année en cours. Mais en fait, le chiffre d'affaires moyen, si on lisse avec le nombre de restaurants ouverts à la fin, en fait, il est supérieur à ça. Top, merci. Bonsoir Pierre-Yves. Ouais, bonsoir Pierre-Yves, vous m'entendez? je sais pas. Ouais, on entend. J'avais une petite question, je crois que vous levez 2, c'est ce que j'avais cru comprendre, et du coup il y a un qui est dispo sur l'ITA.
quel est l'autre heureux Quel- futur actionnaire? Alors, sur l'ITA, on veut faire le max. On a estimé qu'on avait de bonnes chances d'arriver au million. Si on peut faire plus, on fera plus. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est qu'on cherche par ailleurs un investisseur qui puisse compléter cette levée, donc soit un business angel important, soit un family office. Et en fait, cette levée, ce complément, il n'est pas obligatoire d'être levé à ce moment-là. C'est-à-dire que si on l'a, on le prend parce que ça nous permettra d'avoir fait notre dernière levée et entre guillemets d'être tranquille. On peut aussi prévoir, et c'est une des solutions envisagées, qu'on fasse la levée d'ITA d'1 million d'euros ou un peu plus si on y arrive. Et puis, on refinance l'année prochaine. On va chercher les derniers euros qui nous manquent. On n'en a pas besoin tout de suite. Donc, il y a du positif et du négatif. Le négatif, c'est que ça demande un peu plus de travail et de temps. Une levée de fonds, c'est du temps. Le positif, c'est qu'on valorisera mieux l'année prochaine. Donc, on se diluera moins tous. Voilà, deux solutions différentes. Aujourd'hui, on a plusieurs touches intéressantes avec qui on discute. On va voir si ça aboutit ou non aujourd'hui. Ce qui est très important pour nous, comme on l'a expliqué, c'est d'avoir un acteur qui partage nos valeurs et notre vision. C'est hyper important. Voilà, on ne va pas aller chercher le fonds d'investissement classique. Et donc voilà, il peut y avoir aussi l'intermédiaire. On a 2-3 gros investisseurs qui mettent plusieurs centaines de milliers d'euros. Ça peut être aussi un groupe de 4-5 personnes comme ça qui arrivent au million. Hein. Il y en a déjà là qui ont mis. Donc voilà, peut-être que ça va se faire avec l'ITA via 4-5 investisseurs importants pour arriver au bout. Ok. Vous préféreriez lever 2 avec l'ITA plutôt que 1 avec l'ITA et 1 avec un fonds alternatif autre? Bah, c'est plus simple. Et puis s'il y a des gens, enfin voilà, si les acteurs sont là, ouais, ce serait super cool en fait. C'est pour ça qu'on a choisi l'ITA. Hein. C'est que ce modèle-là nous plaît beaucoup en termes de. On a des salariés aujourd'hui qui ont mis des intentions, on a des fournisseurs, enfin c'est top. Donc si on peut avoir encore plus de personnes comme ça, bah, tant mieux en fait. Parce que 100 ou 500 personnes à la fin, en fait, c'est pareil hein. Au niveau gestion, et voilà. Ok. Donc voilà. Cool. Et petite question complémentaire, si je peux y aller rapidement. Sur la valorisation, qui a fait cette valo? Est-ce que vous avez fait un DCF futur? Comment est-ce qu'on peut challenger cette valo? On était à 6,6 lors de la première levée de fonds en 2019. Là, on est à 11, je crois. 11,2, ouais. Donc ça fait Alors on était à 6. 6,6 post-monnaie, ouais. Et alors ça a été fait. Donc DCF, c'est une méthode. Il y a aussi une méthode de multiple de BE qui a été utilisée. Donc on a fait un peu la moyenne des deux. Ça a été fait en fait avec les équipes de l'ITA et ensuite on est passé à un comité l'ITA qui a validé aussi cette valo-là. Donc nous, en gros, si on prend un petit peu pour rentrer dans les détails par rapport à l'autre valorisation de la dernière fois, par rapport au volume d'affaires qui est fait, la valorisation elle est un peu moins importante par rapport à la taille de l'entreprise qu'il y a quelques années. Et pour autant, c'est moins risqué. Donc voilà, ce qui peut être mis en avant, c'est qu'on n'a pas tout à fait respecté le BP qui était en 2019, mais il y a eu une petite chose qui est arrivée entre-temps qui s'appelle le Covid. Du coup, c'est sûr que ça nous a... de toute façon. Voilà. Donc voilà, et en fait, plus on grossit, même si on trouve qu'il y a des perspectives, nous on estime que c'est une valo assez prudente par rapport à celle de 6,3 millions quand on avait 4 restos. Quand on a fait 6,3 millions, on avait 4 restos ouverts, on en a 13, on fait 11,2 millions. On avait 4 restos ouverts, on avait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, on en fait 14. Voilà, donc si je fais des... Après, c'est toujours pareil, c'est qu'on est dans une situation où on n'a pas de rentabilité. Donc quand je vous parle de multiple de BE, d'ailleurs, c'est un multiple de BE recréé en fait, à partir des pourcentages de BE qu'on compte faire dans les 3 ans, adapté au volume d'affaires qu'on fait aujourd'hui. Okay. Voilà. Ok, cool. Je partageais cette analyse de la valo, donc cool. Ok, cool, parfait. Tant mieux alors. Parfait. Merci Pierre-Yves. Merci Pierre-Yves. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Alors, on arrive bientôt à la fin. Il reste juste 2 questions qu'on n'a pas abordées, donc on va essayer de les faire rapidement. Première question de Cathy Nouri qui demande si les employés des restaurants sont en CDI et quel format, si c'est du temps partiel, si c'est du temps complet, et si possible d'avoir quelques détails sur l'aspect social et sur le salariat, ça pourrait être super. Alors, pardon. On a 100% de nos salariés qui sont en CDI. On a des stagiaires en tête de réseau, mais sinon tous nos salariés sont en CDI.
On a des temps pleins et on a des temps partiels. Donc, les directeurs sont en temps plein en restaurant, les managers sont quasiment tous en temps plein. Je crois qu'il n'y en a plus trop en temps partiel. Et on a des temps partiels sur les équipiers. C'est comment dire, après, si on veut apporter plus d'infos sur l'aspect social, en fait, comment ça fonctionne chez Bleu Burger, le salarié, quand il arrive, donne ses disponibilités de travail. Le directeur qui le recrute regarde si les disponibilités peuvent lui convenir ou non. Si ça fonctionne, on signe un contrat dans ce cadre-là, donc avec des disponibilités vues entre le salarié et le directeur. Et ensuite, le directeur programme en fait les horaires de travail du salarié sur ces plages de disponibilité. Donc tout ça est très encadré, donc il faut respecter un certain nombre de plages de disponibilité par rapport au nombre d'heures travaillées par semaine du salarié, etc. Et ça fonctionne comme ça. Donc l'avantage, c'est que si c'est bien fait et si on a une bonne politique managériale, en fait c'est gagnant-gagnant parce que nous on s'adapte aux horaires du salarié et le salarié en fait souvent il est étudiant à côté ou alors il est freelance il a besoin d'un complément de revenu. Donc en fait ça lui permet de travailler aux horaires qui lui correspondent. Et nous, ça nous permet en fait on peut pas se permettre d'avoir que des salariés à temps plein, puisqu'en fait vous avez par exemple des pics d'activité le midi et le soir qui nécessitent 3 heures de travail d'affilée. Par exemple, vous avez 5 rushs sur 14 dans la semaine qui sont importants et les autres moins importants. Là, vous avez besoin de des disparités d'horaires qui ne nous permettent pas en fait d'avoir que du temps plein. Et voilà. Et la dernière chose qu'on peut dire sur l'aspect social qui est hyper important, c'est qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos directeurs, si je dis pas de bêtises, c'était des équipiers avant, à part Antoine. On a un recrutement externe, mais il est arrivé directeur adjoint. Ils sont arrivés équipiers, les autres, et donc ils sont montés manager puis directeur. Dans l'équipe opérationnelle, vous en avez un des deux qui est arrivé équipier chez nous il y a 8 ans. Donc en fait, on veut vraiment, et ça c'est hyper gagnant-gagnant, essayer de faire en sorte que les gens qui arrivent chez nous fassent leur carrière chez nous, ceux qui en ont envie. Et nous, c'est top parce qu'en fait, on sait à qui on s'adresse. On a pu un peu leur apprendre le métier aux valeurs BioBurger, aux méthodes BioBurger. Et donc, en fait, on a des très belles histoires et de plus en plus dans le réseau grâce à ça. Voilà ce que je peux dire à date sur l'aspect social. Ouais, après, il y a aussi sur les conditions de travail en resto, c'est quand même un métier qui est difficile, hein, faut pas s'en cacher. La restauration, dans ses grandes largeurs, c'est physique. Et là aussi, quand on a travaillé nos process, donc c'était évidemment pour accroître la productivité, ça c'est sûr, mais pas au détriment de l'humain, bien au contraire. Donc on a essayé vraiment de mettre des process en place, mais qui sont hyper ergonomiques, hyper simples, et que en fait même un service où tu vas servir 60-70 clients au quart d'heure, ça se passe bien parce que l'organisation est faite pour. On a énormément digitalisé nos cuisines avec des écrans en fait qui donnent ce qu'il faut faire à un instant T. Et ça, typiquement, ces écrans, on les a programmés pour respecter ce qu'on est capable de produire en fait. C'est qu'imaginons, j'en sais rien, il y a un groupe de 30 qui arrive en restaurant et qui passe une commande. Donc, on ne va pas envoyer les 30 burgers d'un coup en cuisine parce que c'est ingérable en fait. Et là, on va séquencer selon la productivité qu'on est capable de faire pour pas péter en boulon en fait. Et c'était un peu le cas au début, quand on n'était pas du tout organisé comme ça. C'est qu'on voulait se taper des commandes d'un coup et ça nous rendait complètement maboule. Et maintenant, voilà, on a séquencé. C'est comme une partition de musique, quoi, bien avec le métronome et ça dépasse pas parce que sinon après c'est invivable, quoi. Dernière petite chose qui est un peu intangible, mais dont on se rend compte, il y a vraiment aussi ça correspond à nos valeurs. En fait, c'est un style managérial particulier basé sur la confiance. Et en fait, on le ressent jusque en caisse. En fait, allez chez BioBurger. En général, vous êtes quand même très bien accueillis par des gens qui ont sourire. Et ça, en fait, ça trompe pas. C'est qu'on essaye d'avoir ce management bienveillant, même si le terme est un peu galvaudé en ce moment, mais c'est vraiment ça chez nous. Et on se rend compte que, en général, ça fonctionne super bien. Et les équipes sont contentes d'être chez nous. Très clair. Merci Louis, merci Anthony. Alors, dernière question et ensuite on aura fait le tour. C'est une question de Omar qui demande si un développement à l'international est envisagé aujourd'hui. Non. c'est pas qu'on en a pas envie, hein. C'est un rêve, hein, c'est sûr, hein. C'est quelque chose qu'on a au fond de nous. Mais en fait, on
on a tellement travaillé nos fondamentaux et notamment notre sourcing, qui est comme on l'a dit tout à l'heure, à plus de 80% français. En fait, autour de tout ce travail qu'on a créé en France, déjà, il y a un potentiel de développement sur notre territoire qui est monstrueux. Pour donner un grand chiffre, aujourd'hui, le marché du burger en France, ça représente plus de 8 milliards d'euros. Nous, on fait 14 millions. Donc, il y a de la marge. Il y a beaucoup de marge de développement. Et déjà, commençons à grossir bien en France. Et parce que le jour où on a envie d'aller dans un autre pays, il faudra reconstruire en fait toutes ces filières en local, parce que c'est hors de question qu'on fasse venir, j'en sais rien, moi, si on s'installe en Belgique ou en Allemagne, c'est hors de question qu'on fasse venir les produits de France, c'est pas logique. Et aussi, donc il y a le côté sourcing et il y a aussi le côté produit, dans le sens où les Allemands, par exemple, n'ont pas les mêmes goûts que nous. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui sont passés d'un McDo France à un McDo Allemagne, par exemple. C'est pas du tout les mêmes burgers. Il y a des goûts, il y a des choses qui sont différentes. Donc en fait, il faut recréer un peu les produits. C'est du temps, c'est des investissements évidemment. Donc non à moyen terme, mais à long terme, pourquoi pas. Super, très clair. Merci beaucoup. Merci Louis, merci Anthony. Alors avant de clôturer l'événement, on peut faire un petit point sur la campagne. Du coup, là aujourd'hui, la campagne est en vote, donc vous pouvez pas encore investir, mais vous pouvez déposer une intention d'investissement. Et en fait, la campagne va passer en collecte très très vite. Là, a priori, on devrait passer en collecte demain, sachant qu'on est sur une campagne qui a rencontré un franc succès en phase de pré-collecte, puisqu'on a reçu 678 000 euros d'intention d'investissement. Donc un montant qui est assez important par rapport à l'objectif de 1 million qu'on avait initialement. Voilà. Alors peut-être que avant de clôturer définitivement l'événement, vous avez peut-être un dernier mot pour votre communauté, Louis et Anthony? Oui, déjà merci de votre intérêt, merci d'être là, merci à ceux qui sont déjà investisseurs de nous avoir soutenus. C'est génial, hein. On se rend compte ça fait 10 ans qu'on a créé la boîte et qu'on a une très belle communauté faite d'investisseurs, de clients, de salariés, de franchisés autour de nous. Et parfois on s'en rend compte et c'est génial. Donc voilà, ça c'est super cool. Et aussi, comme je disais, alors je vais être plus factuel, je vais vendre un peu mon steak, mais c'est vraiment vrai et je le répète. On pense que c'est quand même le bon moment, c'est un bon mix aujourd'hui, cette levée entre le risque et la vision de valorisation future. Jusqu'à présent, c'est quand même beaucoup plus risqué. Là, aujourd'hui, en fait, on est bien, on le voit, ce seuil de rentabilité. Alors peut-être qu'on ne le maîtrise pas au mois près, mais on va l'atteindre. C'est une question de temps, c'est une certitude. Voilà, même si on est dans un monde incertain, en fait, ce seuil de rentabilité, il y a peu de choses qui peuvent nous empêcher de l'atteindre. Oui, l'activité des restaurants est un petit peu incertaine, mais en tout cas, le seuil de rentabilité de Green Food n'est pas lié directement, complètement à l'activité, il est surtout lié au nombre de restaurants. Donc, le risque est assez faible. On est aussi sur un secteur, hein, pareil, parlons un peu de crise, on fait du burger, on fait de la bouffe, on fait du réconfort, on est quelque chose qui est plutôt, pas anti-crise, mais presque, hein, alimentaire, on aura toujours besoin de manger. On a un sourcing résilient, on a un sourcing bio, on a un sourcing local, voilà, on va vraiment dans le bon chemin. Et on a enfin récompensé d'ailleurs à ce sujet de nos efforts en termes économiques. C'est-à-dire que c'est la première fois que notre engagement bio et français nous rapporte, nous évite de dépenser trop d'argent. C'est bien la première fois. Et ce ne sera pas la dernière, parce que ça va aller en s'accentuant. Donc ce risque-là, il n'a jamais été aussi faible. Et par ailleurs, on vous a montré, on a un beau développement à venir. Donc en fait, purement financièrement, on pense que c'est hyper intéressant. Et après, l'aventure est fun. On vend des burgers et des frites, c'est cool. Franchement, on s'éclate, c'est bon, on fait ça dans la joie et la bonne humeur. Pareil, la transition écologique, chez nous, elle n'est pas du tout punitive, elle est plutôt dans la joie et la bonne humeur, c'est cool, trouvons des solutions ensemble, mangeons des bons burgers végés au fromage qui coule, à l'aloumi, au falafel, enfin on fait vraiment des burgers végés gourmands. Et Le champignon, petit conseil de ma part à ceux qui nous écoutent. En fait, on s'éclate, quoi, et participer à ça, c'est cool. Voilà. Pas mieux. Hein. Pas mieux. Un grand merci à vous tous et à très bientôt, soit sur l'ITA, soit dans nos restaurants. Super, merci. Merci Louis, merci Anthony, merci à tous. À bientôt. Bonne soirée. Merci, ciao, ciao.